les joueurs pour aller faire des photos hors terrain. Donc, qui veut démarrer? Pablo, bonjour. Bon, c'est pas la conférence de presse bilan du mercato, mais avec 3 arrivées et pas mal de départs, les observateurs trouvent que l'Olympique de Marseille s'est vraiment renforcé dans un mercato où c'est pas simple de faire des bonnes affaires. Le fameux marché d'opportunités habituellement s'est transformé en marché positif. Bonjour. J'aime pas parler des marchés d'opportunités. Normalement, je me réfère au marché d'hiver comme au marché de réparation. Dans ce cas, ce qu'on a toujours cherché, c'est de se renforcer. C'était un objectif clair. On parlait que ça c'est parti d'un procès. On a commencé en été, on a changé radicalement la façon de jouer. Il a besoin de joueurs qui s'adaptent au projet. Il y a des joueurs avec une capacité d'adaptation supérieure ou une capacité d'adaptation inférieure. On a cherché de remédier, d'équilibrer de plus en plus l'effectif. C'est vrai que les 3 joueurs qui sont arrivés, Malinowski, Nasreddine et Vitor, sont des joueurs qui sont adaptés à la façon de jouer. Ce sont des joueurs qui sont faits avec les capacités physiques, et la capacité de travail, la capacité d'engagement qu'on voulait pour le projet. Après, un mercato réussi ou pas réussi, ce n'est pas les premières ou deuxièmes dans ce cas février qu'on peut dire. Tout le contraire. C'est la fin de la saison. Dans le cas d'Asdin et Vitor, qui sont des joueurs jeunes encore, en décembre, on va avoir de la patience, on va laisser travailler. Il y a un procès d'évolution, c'est la même chose pour tous, c'est une adaptation à notre effectif qui vient déjà très rodé, très travaillé pendant tous ces mois. Il a besoin d'une capacité d'adaptation parce qu'ils sont décidés très concrets. Un groupe qui a beaucoup travaillé, spécialement après la Coupe du Monde, qu'on avait ces possibilités. C'est un avantage pour nous, on va voir avec la Coupe de France, d'avoir un match par semaine pour permettre l'adaptation des nouveaux joueurs. Et spécialement parce que ce qu'on veut, c'est une identité collective et d'équipe très forte. Pour avoir ça, on a besoin de profils des joueurs qui s'adaptent parfaitement à la capacité de l'équipe. On croit que c'est le cas dans les 3 joueurs et on croit aussi qu'on a créé de la valeur et on a fait une rotation de l'effectif qui s'adapte de plus en plus au projet dédié, à l'idée dédiée des recrutements. Stan. Oui, bonjour Pablo. Les 3 recrutements sont des recrutements onéreux et notamment assez chers dans le cas de Vitinha. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ces transferts s'insèrent dans une situation économique dont on sait qu'elle est difficile pour tout le monde, même si ça va un peu mieux à l'OM? Voilà, est-ce que c'est un calcul de long terme? Voilà, comment vous expliquez ces 3 recrutements payants, s'il vous plaît? Bonjour. Tout d'abord, je suis toujours surpris, c'est qu'on parle toujours des prix des joueurs avec les montants des transferts. Chaque fois que la conception d'un joueur, c'est une conception que ça prend en considération la valeur des salaires, la duration du contrat des joueurs, les prix des transferts naturellement, mais il faut penser toujours qu'il n'y a pas la règle, on vend à 5 millions, on peut acheter à 5 millions. C'est plus complexe que tout ça. On doit tenir en considération la trésorerie, spécialement combien en commande du temps un petit peu des joueurs, qui va tenir en considération les différents salaires des joueurs, avec un masse salariale du club qui s'est stabilisé, mais est bien révisé pendant les dernières saisons. On doit tenir en considération les prix de vente et dans quel moment le club il te paie les joueurs. C'est important, même si dans la condition actuelle du football, il y a beaucoup d'éléments de préfinancement. Il y a tellement de questions que je crois que le calcul d'un transfert, c'est une chose plus complexe que voir seulement combien tu payes les joueurs ou combien tu payes les salaires des joueurs. La situation économique du club, ce n'est pas qu'on a changé dans notre dimension et que maintenant il y a un somme d'argent que peut-être qu'avant il n'y avait pas. On fait du football avec les moyens qu'on a à disposition. Pourtant, on dit ça. Et on a cherché de faire notre calculation pour chercher de renforcer l'effectif. Un joueur avec la trésorerie, un joueur avec la capacité d'amortissement, un joueur avec les salaires des joueurs pour avoir une situation économique et ça nous permet
d'être dans la même situation qu'on avait avant le commencement du mercato dans tous les indicateurs. Pour ça que notre objectif c'était de stabiliser, avoir la même situation économique le 31 décembre que le 1er février. C'était le cas et on croit qu'on a renforcé l'effectif. Pour ça que ça c'est une indication économique positive. Mourad. Oui, bonjour Président. Alors comme vous l'avez dit, il y a des mécanismes un peu plus compliqués que simplement le montant d'un transfert, mais cependant, les deux joueurs que vous présentez aujourd'hui ont des contextes bien différents, puisque Azzedine, après sa Coupe du Monde, était très valorisé. On parlait d'indemnités de transfert très chères qui auraient dans tous les cas impacté les comptes de l'OM. Vitor est aussi très valorisé par rapport à ce qu'il a pu faire en Europe. Comment vous avez géré justement ces contextes-là dans les négociations entre des joueurs qui étaient très hypés, entre guillemets, sur le marché des transferts? Et vous avez entendu notamment pour Azzedine, pour avoir un meilleur prix. Quelle était votre stratégie un peu sur cette partie des transferts? On doit avoir en considération des choses. Non? Les jeunes joueurs, de plus en plus, avec les périodes d'agrandissement de la Premier League, coûtent de plus en plus. Spécialement dans un moment du football actuel où la situation de la Premier League les permet aussi de recruter ces joueurs en Amérique du Sud. Pour ça que la compétence qu'on avait, les clubs européens, c'est immense. Maintenant, un jeune joueur sur le marché, il y a toujours une valeur qui est stable et qu'on voit, le cas de Vitor, le cas d'Azzedine, que les prix des jeunes joueurs en Europe, ça monte de plus en plus. On voulait créer de la valeur et avoir des joueurs qui valorisent l'effectif. Ça, c'est la première considération. La deuxième, sont des situations complètement différentes. C'est très rare les marchés des jeunes attaquants. On voit que c'est un marché que maintenant, on parle de chiffres importants en toute l'Europe. Chaque club qui a un attaquant jeune, on peut dire que ton valeur de marché, c'est important. Dans le cas d'Azzedine et dans le cas de Vitor aussi, c'est important toujours la volonté des joueurs. Quand un joueur il veut aller vraiment dans un club, il te sent dans une position de force que c'est important. Après, chaque situation de mercato, c'est différent. La condition économique de Braga, ce n'est pas la même situation économique ou de nécessité d'agir au niveau de trésorerie, au niveau de comptabilité. Chaque transfert est différent et tu cherches toujours les meilleurs bilans quand tu dois affronter des opérations et même les meilleurs timings possibles pour chercher de faire des investissements ou des opérations de marché. Dans notre cas, on avait bien établi la stratégie avec Javier d'attendre jusqu'à la fin pour avoir ces possibilités de voir avec Azzedine, spécialement pour chercher d'éliminer tous les clubs compétiteurs. Dans le cas de Vitor, c'est différent, spécialement pour notre nécessité de recruter dans la position de numéro 9 après la vente de Van Maria. Jean Codot. Bonjour Pablo. Est-ce que tu peux nous dire quel rôle a joué Franck McCourt justement dans ce mercato? Est-ce que j'imagine qu'il a été tenu au courant et qu'il a validé les décisions, mais est-ce que dans le cas par exemple de Vitor, il a eu un rôle un peu plus important, sachant la hauteur de l'investissement? On discutait tous les semaines dans la phase finale avec notre conseil de surveillance, après avec Franck directement pour expliquer toutes les différentes opérations. Sincèrement, je vous parle avec totale transparence, la communication c'est direct et c'est très fluide entre nous. C'est ça que normalement, dans un moment que tu cherches de faire des investissements, c'est aussi bien avoir le support du propriétaire qu'il était là-bas depuis les premiers jours à nous supporter. On peut faire dans les recrutements de différentes stratégies. Je lui ai expliqué au propriétaire qu'on pouvait partir vers attaquants expérimentés, dans lesquels tu payes un prix de transfert aussi haut et un salaire important, parce que normalement, les joueurs de football, vous savez mieux que moi, plus tu es âgé, plus tu stabilises en capacité salariale plutôt stable. J'aime bien aussi ces conditions parce que ça oblige les jeunes à chercher toujours plus de salaire pour se stabiliser et avec le travail quotidien. C'est important de dire qu'il nous a supporté dans tous les procès. Il y a une communication que c'était transparent et très direct, mais la chose plutôt importante, c'est que depuis les premiers jours qu'on lui a expliqué les projets qu'on avait pour le mercato d'hiver, de faire un mix entre des joueurs expérimentés et des jeunes joueurs,
Vraiment, il était content, il était très à l'aise avec l'idée dans laquelle on veut développer le projet. Romain. Bonjour Président. Une question sur l'équilibre de l'effectif. Avec les départs de Touré et de Gay en défense centrale, bizarrement, vous êtes peut-être un peu affaibli en nombre. On voit qu'il y a la suspension de Léo Balerdi, la suspension d'Eric Bailly. La saison est encore longue. Est-ce que vous n'avez pas peur d'être un petit peu court défensivement, alors qu'offensivement, voilà, l'effectif est très bien rempli avec énormément de qualité. Mais défensivement, j'ai l'impression qu'il n'y a que 5 joueurs qui peuvent jouer en tant que stopper. Et on sait la fragilité de Eric Bailly sur la première partie de saison, par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas un petit manque à ce niveau-là, selon vous? Toujours, on avait parlé de faire un bilan peut-être entre 20 et 22 joueurs. Non? On parlait de faire 22 joueurs au commence de la saison, spécialement quand ils jouent compétition européenne, une compétition comme la Ligue des Champions qui tient beaucoup à l'énergie mentale et à l'énergie physique après chaque match, pour la différence physique des matchs européens et des matchs du championnat. On considérait que c'était bien de faire quelque chose autour entre 20 et 22 joueurs. Maintenant, nous sommes 19 avec la blessure d'Amin dans l'effectif. C'est quelque chose de recherché, spécialement parce qu'on considère Sead Kolasinac comme un joli qui pourrait nous donner des positions. C'est risqué, je ne saurais pas dire, spécialement parce qu'on parle de deux suspensions en même temps de Léo Balerdi. Oui, c'est normal avec la sanction spéciale qu'il y a dans ces championnats avec des blocs de 10 matchs. La sanction d'Eric Bailly, qu'on considère que c'est une sanction lourde. Jamais dans ma vie j'ai vu des sanctions de 7 matchs, pour dire la vérité. C'est quelque chose qu'on doit jouer avec tout ça. On considère qu'on est bien. C'est une stratégie recherchée. On n'a jamais cherché de recruter un autre défenseur central parce qu'on considère que la polyvalence qu'on a dans les différentes positions avec Under qui peut jouer aussi comme piston avec la possibilité d'Isaac Aboré et Klaus de jouer des deux côtés, Nuno qui l'a joué aussi à droite, Kola qui peut jouer à gauche et en rotation dans les défenseurs centrales. On considère qu'on peut bien finir la saison. C'est un risque qu'on doit prendre. On prend ça aussi pour analyser comment on va finir la saison parce que notre stratégie c'est toujours de réduire au maximum le nombre de joueurs à l'intérieur de l'effectif pour laisser espace aussi à des jeunes qui peuvent arriver dans les centres de formation, mais naturellement, un jeune pour arriver du centre de formation aux équipes premières, la première chose qu'il doit faire, c'est avoir la possibilité d'avoir de l'espace. La deuxième chose, c'est en question de niveau et en question de mérite propre. Flo. Pablo, bonjour. Vous êtes en Ligue 1 à 5 points du PSG et on a le sentiment que vous êtes renforcé, c'est en tout cas votre espoir. Est-ce que le titre est jouable cette saison ou est-ce que, voilà, en président consciencieux, vous appelez au calme, peut-être en affirmant que ce n'est pas le moment et qu'il ne faut pas y penser, voilà. Est-ce que vous êtes compétiteur et vous vous dites si Paris n'y est pas, on le joue ou est-ce qu'il faut y aller doucement? Dans notre tête, au moins la mienne, ce n'est pas l'intention de penser tout le temps dans un titre. Tout le contraire, dans le quotidien, on pense au prochain match. Ce qu'on avait dans la tête dans le moment que c'est fini le mercato, c'était de gagner à Nantes. Ce qu'on a dans la tête maintenant, c'est de gagner contre Nice. Pour nous, dans ce moment que la dynamique est positive, il y a des messages qui sont très importants. Humilité. Hier, on a vécu, je crois, la première mi-temps dans laquelle on n'était pas à notre niveau, si on peut dire comme ça, notre niveau physique, spécialement, et j'ai parlé hier avec Javier. C'est un autocritique à tout le monde, non? C'était une semaine de massage. Ah, le mercato se passe bien, massage. Dans les moments qu'il y a un minimum de relaxation dans cette équipe, on n'arrivera pas à gagner des matchs parce qu'on est une équipe que notre force, c'est le collectif, c'est la volonté, c'est l'intensité, c'est l'identité du jeu, aussi le niveau des joueurs. On doit rester dans l'humilité et on doit penser seulement qu'au prochain match. Dans les moments qu'un club perd l'humilité et perd sa dimension, c'est toujours un problème. Gilles. Bonjour Président, vous l'avez évoqué lors de cette conférence de presse, la vente de Bamba Dieng. Est-ce que vous pouvez revenir sur son cas? Qu'est-ce qui s'est passé avec lui, vu que vous souhaitiez le prolonger il y a encore quelques jours à peine? Et ne regrettez-vous pas de n'avoir pu le valoriser davantage parce qu'il avait sans doute les qualités pour?
Notre intention, c'était de prolonger Bamba Dieng. Dans les moments qu'une offre de Lorient l'a transmis à son agent, qui nous a répondu avec l'intention des joueurs de partir. Dans ces moments, c'est une situation aussi qu'il faut être humain. Il était un joueur qui avait joué avec nous 290 minutes pendant la saison, avec la volonté de partir. Je crois que c'était une situation d'équilibre pour les joueurs et pour le club. C'était une situation dans laquelle tous les deux ont été à l'aise, au niveau des clubs, au niveau des joueurs. Et dans ces moments, c'est aussi vrai la situation qu'on a vendu les joueurs à un prix supérieur dans lequel on aurait pu vendre les joueurs pendant l'été. C'est pour ça que je crois que c'était une opération qui convenait tout le monde et dans laquelle tout le monde était d'accord. Michel. Bonjour Président. Il y a quelques mois, après PSG-OM et les 2 pénaltys possibles pour l'OM et l'expulsion de Samuel Gigot, vous aviez fait une conférence de presse dans laquelle vous aviez dit il est hors de question qu'on crie au loup, qu'on passe un petit peu comme Jean-Michel Aulas le faisait régulièrement. Il faut que le club prenne de la hauteur et ne rentre pas dans les détails sur l'arbitrage et critiquer l'arbitrage. Depuis, il y a eu l'affaire Bailly, il y a eu l'affaire de Monaco où on vous a vu dans les vestiaires être assez surpris que la VAR n'intervienne pas. Est-ce que votre position, c'est toujours la même, alors qu'il y a des gros matchs qui arrivent avec VAR, sans VAR, en s'apercevant que souvent la pièce, elle tombe toujours du même côté? Est-ce que vous avez toujours la même politique, le même discours de ne rien dire contre l'arbitrage? Il y a une question toujours. Je crois que faire une critique de l'arbitrage après chaque match, c'est trop de football des 190. Et je n'aime pas. Je crois que ça, c'est un football à l'ancien. Je retiens le même discours que j'ai depuis les premiers jours. Première chose, je considère que le niveau individuel des arbitres français, c'est très haut. Comme ils demandent, comme ils vont voir dans tous les matchs européens qu'ils arbitrent. Ça, c'est une question que je crois que si on prend le niveau d'arbitrage des arbitres dans les compétitions européennes, on considère tout le monde qu'ils sont bons. Il y avait pour moi un problème avec la DTA que c'était important, qu'on est en train de régler avec la nouvelle organisation à l'intérieur de la DTA que je crois et je suis convaincu que ça va apporter à de bonnes décisions ou de meilleures décisions, spécialement avec une unification des critères. Si vous me demandez pour ma vision de l'arbitrage, je considère que chaque arbitre il doit avoir sa propre personnalité dans le terrain. Dans le sens qu'on doit laisser la liberté à chaque arbitre de se sentir à l'aise avec son arbitrage et avoir des critères qui sont plus unifiés avec les arbitres européens. Qu'est-ce que ça veut dire? Et je comprends la difficulté qu'il y avait avant dans l'arbitrage. Un arbitre qui arbitrait en Ligue des Champions, Europa League ou Conference League pendant la semaine, il se retrouvait à être valorisé avec des critères complètement différents pendant les week-ends. Ça, c'est compliqué. D'arbitrer de façon avec une distance de 13 jours de différents matchs. Deuxième question, je crois qu'ici en France, on a une grande capacité à améliorer. J'espère qu'on va continuer à nous améliorer avec l'utilisation de la VAR. Je crois que la VAR, c'est un instrument positif, mais c'est un instrument qu'il doit utiliser pas pour blesser l'arbitre qui prend une mauvaise décision. On doit considérer la VAR comme un aide à l'arbitrage, pas comme une question de mettre en évidence une erreur arbitrale. Je crois que ça doit travailler beaucoup plus en tandem, c'est ma opinion. Question de Bailly, c'est une question complètement différente qui ne rentre pas dans la DTA, qui ne rentre pas dans l'arbitrage, c'est une question de différentes commissions de discipline. C'est que ce n'est pas normal, c'est avoir une commission de discipline qui peut juger un acte en Coupe de France qui est pénalisant pour les championnats avec des barèmes de sanctions complètement différentes. Ça, c'est quelque chose que ce n'est pas logique, spécialement parce que si le carton rouge d'Eric Bailly se serait passé pendant les championnats, c'est une sanction. Coupe de France, une autre sanction parce que c'est jugé pour la commission de discipline de la fédération. Dans un moment qu'une sanction, ça prend des compétitions complètement différentes, c'est juste avoir les mêmes barèmes. C'est qu'on considère, c'est le même cas qu'un joueur qui joue en Ligue des Champions et prend une sanction, ce n'est pas effectif pour les championnats parce que ce sont des barèmes complètement différents. On peut améliorer ça. Allez, on va faire. On prend les deux dernières questions
Fabrice et Bruno. Merci. Pablo, bonjour. On a pu comprendre que tu avais été attaqué sur certains joueurs pendant le mercato. Je pense à Matteo Gendouzi, on a parlé d'Aston Villa, je pense à... Est-ce qu'il y a vraiment eu ces offres qui te sont parvenues? Est-ce que ça a été facile de résister à tout ça? Nous, comme club, à dire la vérité, avec l'Atlético de Madrid, c'était une intention et seulement des conversations avec Jonathan Klaus, dans lesquelles il n'y a pas de la suite, seulement une conversation informelle entre clubs dans lesquelles il n'y a pas une suite. Avec Matteo, dans ce marché, le club n'a pas reçu un offre officiel de l'Angleterre. Allez, on termine avec toi. Oui. Bonjour Pablo, dans quelques semaines, ça fera 2 ans que vous serez à la tête de l'Olympique de Marseille. Je voulais juste savoir comment vous appréciez ce rôle-là, vous qui adorez être notamment près des terrains, ainsi de suite. Et puis vous êtes très très apprécié de la part des supporters, c'est très rare pour un président de l'Olympique de Marseille. D'ailleurs, ils ne disent pas Longoria ou le président, ils disent Pablo, ils parlent Pablo dans la rue. Et qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que ça vous touche beaucoup, ça, justement? Tout d'abord, pour moi, c'est de la fierté d'être président de cette club. Pour moi, je suis fier. Je suis fier et je suis honoré. Pour moi, c'est quelque chose dans lequel je dois remercier la confiance du propriétaire. Je dois remercier la confiance des supporters et la confiance de toutes mes équipes qui me supportent dans le quotidien. C'est seulement de la fierté, je ne cherche pas d'être remercié ou la reconnaissance publique. Ce qu'on recherche tous les jours, c'est de travailler. De travailler, de chercher d'améliorer, de comment chaque jour être un peu mieux dans la position. Mais ici, parfois, non, je suis un peu étonné, j'aime pas la reconnaissance parce que je suis quelqu'un que j'aime avoir mon propre espace et ma propre intimité, parce que je ne fais pas quelque chose d'exceptionnel. Si on fait des choses qu'on croit qu'on travaille pour améliorer les projets chaque jour et on met beaucoup d'énergie et de travail, c'est aussi grâce à mes équipes. Pour ça que je tenais ici à remercier Pedro Iriondo, Stéphane Tessier, Javier Ribalta, surtout parce qu'on considère qu'à niveau d'équipe directive, on fait une très bonne équipe. Et c'est grâce à eux aussi, à les efforts qu'ils font dans le quotidien, que le club il est dans une situation plus de stabilité qu'on cherche d'améliorer chaque jour. Merci. Merci. On va